Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue à l'événement virtuel sur la transformation des systèmes alimentaires et la lutte contre le changement climatique après COP 26 et au-delà. Ambassadeur de mon pays, comme vous l'avez vu pendant le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, eh bien, aujourd'hui, nous avons plus de 5000 participants enregistrés qui viennent de plus de 176 ou 79 pays et les chiffres augmentent à travers le monde. Le monde dans lequel nous sommes est ainsi. Nous sommes en train de combiner le virtuel, le réel, le Viber et la pandémie COVID-19 est toujours parmi nous. Donc, nous utilisons cette technologie pour nous retrouver, pour traiter des questions qui sont importantes pour nous, tous. En tant que votre hôte, je vais vous aider à relier ceux qui participent virtuellement et avec le débat principal et faire participer les différents segments de l'événement. Notamment, j'aimerais dire à notre public que vous pouvez utiliser le chatbot sur la plateforme TDS pour partager vos commentaires et poser des questions à tous nos orateurs. À un moment donné, on va choisir quelques commentaires et questions pour qu'on puisse répondre. Sans plus attendre, je vais maintenant vous donner la parole au docteur David Navarro, conseiller spécial de l'UNFSS, qui va animer cet événement. Merci beaucoup, Dr. Russell. Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous fonctionnons dans des circonstances qui sont tellement différentes de ce qu'on a connu il y a 2 ans. La pandémie actuelle, eh bien, a rendu notre vie si différente et a souligné la fragilité de notre existence dans une large mesure. La manifestation de cette fragilité se trouve dans le fonctionnement des systèmes alimentaires aujourd'hui. Les systèmes alimentaires peuvent être transformés et c'est alors qu'il sera possible de voir l'impact extraordinaire sur le climat, sur la nature, sur l'environnement, sur le bien-être humain, sur l'état des femmes, l'implication des jeunes et sur tous les aspects de l'existence humaine. Avoir de bons systèmes alimentaires, c'est clé pour atteindre les objectifs du développement durable. Le faire correctement, c'est essentiel. C'est ce voyage difficile pour atteindre un degré de 1,5 degré. Les leaders mondiaux se sont retrouvés la semaine dernière, pendant les 2 semaines à Glasgow, pour atteindre le net zéro à travers le monde. Et on commence à comprendre l'importance des systèmes alimentaires pour les actions pour le climat. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons ici pour parler des points essentiels et pour parler des liens qui regroupent les systèmes alimentaires et le climat. On va essayer de construire avec vous sur l'issue du sommet des Nations Unies et de la COP 26 et pour regarder vers les années qui viennent et la COP 27. Notre événement est divisé en 3 parties. La première partie, avec un retour sur les issues clés du COP 26. La deuxième partie, eh bien, ce sera une table ronde. Et la troisième partie, il y aura des réflexions de la part de parties prenantes et de champions qui participent activement à la fois à la COP 26 et le sommet sur les systèmes alimentaires. Nous allons écouter le docteur Agnès Kalibata, envoyé spécial du sommet
des systèmes alimentaires pour des systèmes au-delà de son contrôle. Je crains que Dr. Kalibata ne pourra pas être avec nous tout de suite. Elle nous a demandé de poursuivre et nous envoyer un message qu'elle aimerait intégrer dans notre discussion. Et j'ai le grand honneur et le plaisir de pouvoir le faire en tant que votre animateur. Eh bien, notre premier orateur de grande importance, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis des années. L'ancien PDG de l'organisation extraordinaire et un diplômé également du collège Schumacher où les meilleures études holistiques sont apprises. Mais le plus important peut-être, c'est qu'il s'agit du champion de haut niveau pour le climat pour le Royaume-Uni, Nigel Topping. Et il va nous donner un aperçu des résultats clés de la COP 26. Il va nous donner quelques points sur lesquels il faut réfléchir et nous aider à réfléchir à l'avenir et comment le système alimentaire peut être mieux intégré dans le processus des actions pour le climat. Nigel, c'est un plaisir de vous revoir. Vous paraissez en grande forme. Hein? Merci tellement, David. Et merci à Agnès de nous avoir réunis pour cet événement. C'est un grand plaisir. En fait, je suis en train de récupérer après Glasgow, mais c'est un bon moment de s'arrêter pour regarder là où nous en sommes et là où nous allons avec d'autres champions pour le climat. Quelques points de réflexion sur la COP26 et le système alimentaire. Pour commencer, l'an dernier, ça allait bien pour que la nature et l'alimentation puissent être liées beaucoup plus dans le climat, dans la conversation sur le climat qu'auparavant. Il nous reste un long chemin à parcourir, mais c'est un premier pas, parce qu'il y a des problèmes de lien, évidemment, concernant l'alimentation, les maladies, la question du genre, de l'eau, le climat. À de nombreux égards, l'alimentation de nature ont été négligées pour mettre l'accent plutôt sur les parties du climat liées à la technologie, l'électricité, le transport, des solutions qui semblent miracles alors qu'il s'agit de systèmes alimentaires beaucoup plus complexes et plus intersectionnels. Et avec les trois sommets, on ne peut pas simplement regarder le climat, la désertification et la biodiversité en trois silos séparés. Comme vous le savez, David, nous sommes des champions de haut niveau. Et avec un homme qui a de l'expérience en tant que fermier, il s'agit d'intégrer du leadership, pas dans les négociations, mais dans le domaine des COP, pour mener des actions à court terme, pour garder le climat à 1,5 et maintenir la résilience. Vous m'avez aidé à cet égard pour que ce soit quelque chose dans nos vies. Ce n'est pas juste une question de technologie ou de l'argent, mais de milliards de personnes déjà affectées. Et les finances également. On peut regrouper ces trois piliers de l'accord Paris sous la transformation existante. C'est ce que nous essayons tous de faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on a réussi à Glasgow? Il y a eu toujours deux grands pôles de bois. D'un côté, on dit rien ne marche, c'est un désastre. L'autre qui nous dit, nous avons ici une dynamique fabuleuse, mais en vérité, les deux voies sont vraies. Pour ce qui est de trajectoire et les émissions
augmente toujours. Quand il y a des centaines de milliers de personnes dans la rue qui disent que ça ne marche pas, c'est valable. C'est justifié. De l'autre côté, on a vu la courbe aller plutôt vers 1,5 pour ce qui est des NDC. On a entendu entre 1,8 et 2,4, c'est l'orientation actuelle selon le nombre d'engagements tenus. Mais on ne fait qu'ajouter les NDC. Et à Glasgow, on a vu que oui, les gouvernements nationaux, les banques, les villes, les États, les régions et toute la chaîne de valeur dans de nombreux secteurs convergent pour le même engagement à court terme pour une transformation de l'économie réelle. Et ce rôle a été largement reconnu dans l'accord à la fin de la COP. Mais il y a beaucoup plus de science et d'esprit de l'urgence de cette décision qu'auparavant. Mettre la science au cœur, cela veut dire que la COP est d'accord du fait qu'on vise 1,5 et pas inférieur à 2, 50% d'ici 2030 et qu'il y aura des mesures plus fréquentes. J'incite tout le monde à ne pas simplement regarder Glasgow isolément, mais dans un mouvement avant Paris. Quand on le regarde à un point T, on voit plusieurs couches, mais en tant que cinéma, on voit la dynamique, un mouvement. Et l'accent aujourd'hui doit être mis sur la mise en œuvre des actions à court terme. Mais il y a de plus en plus de preuves qui montrent que il faut le faire, mais en même temps, il faut une montée en tension pour les charbons, l'acier vert, le transport maritime, l'environnement de construction, de plus en plus de villes, investisseurs s'engagent pour des actions à court terme. Il y a beaucoup de collaborations systémiques. S'agissant de l'alimentation, il y a de bonnes nouvelles pour ce qui est de grands engagements systémiques pour arrêter la déforestation dans toute la chaîne de valeur, dans 133 pays et 33 institutions financières et 9 trillions de dollars. Donc, de grands engagements pour la déforestation auparavant, mais jamais auparavant, un engagement si systémique. Presque 30% des sociétés dans l'industrie alimentaire s'engagent pour atteindre ces objectifs. Il y a un alignement également dans d'autres domaines. Je pense que le travail qui reste à réaliser, c'est d'intégrer du pragmatisme dans la solution et mettre le pragmatisme au centre. Il faut être plus efficace pour que la transformation des systèmes alimentaires... Enfin, il y a beaucoup d'engagements, mais il faut que ce soit intégré dans le NDC avec des plans pour accélérer avant COP27. Il faut avoir les normes pour l'agriculture, pour les forêts, pour que les sociétés, les agriculteurs puissent mesurer et tenir les compagnies responsables dans ces chaînes de valeur. Et les acteurs financiers doivent être tenus responsables également. L'Égypte est intéressant en tant que prochain hôte. Nous nous sommes engagés dans le plan quinquennal de faire en sorte que plus d'efforts soient faits pour régionaliser le travail, pas simplement avoir des voies internationales, mais régionales aussi. L'Afrique, bien entendu, c'est là où il y a de grands défis pour ce qui est des systèmes alimentaires durables et la plus grande transformation nécessaire. C'est encourageant. Avec une alliance énergétique mondiale en Afrique, il y a beaucoup d'engagement pour la restauration des terres. C'est fortement lié, évidemment, à l'écosystème agricole. Et les Émirats arabes et les États-Unis, 4 milliards sur l'adaptation agricole. Donc, ce serait essentiel d'être panafricain et de se focaliser sur la nature, la résilience
les finances. Et ce qui se trouve au cœur de ces trois, c'est le système alimentaire. C'est une bonne opportunité et il faudrait peut-être avoir une journée alimentation et agriculture à la COP pour y donner plus d'importance. Donc de bons progrès, mais il reste encore beaucoup à faire et c'est une opportunité de commencer tôt en fixant ses objectifs dès maintenant pour la COP 27 avec la présidence égyptienne. Je travaille évidemment avec le nouveau champion égyptien pour commencer à y travailler dans quelques points de réflexion et je vous donne la parole. Nigel, comme toujours, merci pour votre esprit de champion remarquable et aussi pour votre volonté de nous aider à voir là où notre travail, à nous tous, pour le système alimentaire, pourrait s'intégrer dans le processus que vous avez identifié. Merci pour avoir mis l'accent sur le fait que les systèmes alimentaires, il s'agit de la vie et des moyens de subsistance des gens, impliquant des centaines de millions de personnes à travers le monde. Par conséquent, l'approche doit être différente par rapport à d'autres aspects, tels que l'atténuation, où vous et vos collègues ont largement participé avec réussite. Merci de nous avoir montré qu'il y aura une volonté et un espace pour aller vers la prochaine phase, pour trouver des opportunités afin de travailler en reliant les aspects les plus techniques de la réduction des émissions, les aspects humains de la réduction des émissions et l'adaptation, et le financement qui est tellement nécessaire partout pour agir, notamment le financement pour les pauvres dans les pays pauvres, car leurs vies ont été perturbées en raison du changement climatique. Ce que nous avons appris lors du sommet alimentaire Nigel, c'est que les fermiers sont les premiers à être affectés. Certains disent qu'ils sont durement impactés également, compte tenu du fait qu'il y a tellement de fermiers qui, face au changement climatique, quittent leur terre ou quittent cette terre. Et ça, c'est une des plus tristes réalités aujourd'hui dans cet espace agricole. C'était formidable de vous voir. Et nous avons une table ronde formidable. J'aimerais prendre quelques minutes pour remercier notre hôte numérique, Plamen. Est-ce que Plamen, vous voulez ajouter quelques mots? Comme vous l'avez dit, docteur Nabarro, je pense, enfin tout d'abord, merci tellement, Monsieur Topping, d'avoir partagé les résultats principaux de la COP26. Et nous espérons tous beaucoup de ces débats pour que ça puisse se transformer en réalité. David, il y a tellement d'orateurs incroyables à venir que moi, je ne veux pas perdre du temps. Et je vous redonne la parole pour notre belle table ronde. Merci. Le premier membre de la table ronde, son Excellence, le Dr Yasmine Kouad, ministre de l'Environnement de la République arabe d'Égypte. Yasmine a peut-être des difficultés pour être en ligne. Donc, si je n'entends pas quelque chose de vous maintenant, oui, d'accord, ok, je passe au prochain orateur. Monsieur Chonch Soyer, du gouvernement métropolitain d'Izmir en Turquie. Je vous ai déjà entendu, monsieur le maire, et soyez le bienvenu. Vous êtes là et vous avez la parole. Donc, on va vous demander maintenant de faire vos commentaires et notamment pour parler de quelques questions que nous avons posées aux orateurs. On vous invite à prendre la parole rapidement concernant ces questions. Vos réflexions donc sur la COP26 et les systèmes alimentaires et vos réflexions concernant comment les systèmes alimentaires peuvent contribuer au processus du climat. C'est avec plaisir qu'on vous écoutera. Merci.
Alors, merci beaucoup de me donner cette occasion de parler de la contribution de la COP à la sécurité alimentaire. Les systèmes alimentaires, malheureusement, n'ont pas recueilli l'attention qu'ils méritent lors du programme de la COP26, principalement dû au fait que le débat est relié au changement climatique systémique et à la réponse que l'on peut y faire. Les gouvernements locaux, les autorités locales, ont heureusement pris leurs responsabilités en annonçant ce qu'on appelle la déclaration de Glasgow en matière de système alimentaire et de climat. Moi, j'ai été l'un des nombreux signataires. Le pacte de climat de Glasgow a mis en lumière la nécessité d'avoir une action de coopération multi-niveau. Il s'agit bien sûr de lutter contre le changement climatique au niveau local et c'est là une occasion unique que de connecter la COP26 au système alimentaire et à la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est un lien entre le changement climatique, la biodiversité, la santé et la culture. On ne peut pas défendre le climat et en même temps ne pas prendre en considération les sources alimentaires. Nous ne pouvons pas modifier notre demande alimentaire, mais ce que nous pouvons faire, c'est concevoir d'une nouvelle manière comment ces aliments sont transportés, produits et traités. Nous devons être suffisamment déterminés afin de faire entrer ces systèmes alimentaires dans la lutte contre le changement climatique. Il s'agit donc de trouver un instrument en la matière pour défendre la sécurité alimentaire en lien avec la protection environnementale et en lien également avec les communautés urbaines et les communautés locales. Dans notre programme initial, nous essayons justement d'atteindre ces objectifs. Il s'agit de restructurer la sécurité des systèmes alimentaires et pour ce faire, nous avons identifié deux points d'entrée. D'abord, point de départ. D'abord, nous soutenons les petits agriculteurs et les syndicats d'agriculteurs. Nous encourageons la production de semences et d'aliments pour animaux. Nous soutenons les chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes qui permettent de renforcer l'activité des petits agriculteurs et des variétés locales et qui permettent au système alimentaire de contribuer au processus de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. D'autre part, il s'agit de renforcer les mécanismes multiples entre les gouvernements nationaux, locaux, et il s'agit d'encourager la planification d'urgence en matière alimentaire, de lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous ne pouvons pas lutter contre le gaspillage alimentaire et la famine sans les autorités locales. Les autorités municipales et locales ont besoin des gouvernements nationaux et inversement afin de promouvoir la modification des systèmes de sécurité alimentaire. Voilà les réflexions que je voulais partager avec vous. Merci pour votre attention. Merci. Désolée de ce bruit désagréable et qui rappelle le réveil qui sonne le matin. Mais je pense qu'il faut respecter le temps qui nous est imparti et votre temps est de 3 minutes, mais vous avez totalement respecté votre temps de parole et vos remarques étaient extrêmement intéressantes. Merci encore. Je suis vraiment très intéressée par la manière dont le contexte urbain et local peut être un endroit idéal pour protéger les producteurs comme les consommateurs. Et je pense que vous avez tout à fait mis le doigt sur les vrais problèmes. Nous avons le plaisir d'écouter son Excellence Yasmine Fouad, ministre de l'Environnement de la République arabe de l'Égypte. Docteur Fouad, je peux vous voir. Je vous vois et vous avez 3 minutes pour faire vos remarques, en particulier à propos de la manière dont l'alimentation peut être partie intrinsèque du processus de la COP et comment cette politique peut être un point de départ, surtout d'ici la prochaine COP qui va se dérouler dans votre très beau pays. Vous avez la parole.
Merci, Dr David Navarro, et c'est un plaisir pour moi, Monsieur Navarro, de participer à votre symposium. Comme vous l'avez souligné à juste titre, l'alimentation devrait être au centre des processus politiques et techniques. Le changement climatique a un impact négatif sur tous les processus de développement dans tous les pays. Il n'y a pas de différence entre les pays développés et en voie de développement. De toute façon, l'alimentation, le système alimentaire est gravement touché par le changement climatique et toutes les communautés sont affectées, que ce soit des communautés pauvres ou autres, et cela a une influence sur le sol, les terres agricoles, et c'est une menace pour l'approvisionnement et la sécurité alimentaire dans le monde entier. De ce point de vue, l'accord de Paris a reconnu l'importance primordiale de la sauvegarde de la sécurité alimentaire et a reconnu également la vulnérabilité particulière des systèmes de production et d'approvisionnement alimentaire au vu du changement climatique. Nous voyons que l'accord de Paris a présenté tous ces piliers du changement climatique avec l'adaptation et l'atténuation. Vous constatez que l'article 2, paragraphe B, actions d'adaptation et d'atténuation, ces actions doivent être menées de manière à ne pas menacer la production alimentaire. Alors, bien sûr, nous luttons contre l'impact du changement climatique, mais en même temps, nous devons nous assurer que cette lutte ne met pas en danger la production alimentaire. Et il faut voir où nous plaçons les systèmes alimentaires dans le processus du changement climatique. Tout d'abord, nous devons nous assurer qu'il y aura un espace adéquat pour discuter des systèmes alimentaires dans l'agriculture, la gestion durable des terres agricoles et bien sûr l'alimentation a un lien avec l'agriculture. C'est là où nous parlons bien sûr de l'agriculture climatiquement intelligente. Je crois qu'il faut adopter une approche plus globale du processus et nous devons créer un lien avec l'agriculture, l'alimentation et la biodiversité durable. Tout ceci, bien sûr, est lié. Je vous rappelle qu'au cours de la CBD, la Convention sur la biodiversité, le président avait appelé à une approche synergétique pour créer un lien entre tous ces secteurs, l'agriculture, l'alimentation, la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis là, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été accomplis entre le secrétariat des trois instances. Nous sommes partie prenante à ces conventions et en tant que telles, je crois que nous devons intégrer ce processus. Je pense que nous discutons tous, il y a un vrai dialogue. Et après la COP 26, nous avons constaté que nous avons discuté des solutions basées sur la nature, mais nous devrions accorder davantage de priorité à ces sujets et particulièrement à l'agriculture et à la terre. Deuxièmement, il s'agit de savoir quels sont les points de départ pour ce processus. Il y a 3 points de départ. D'une part, essayons de regarder vers l'avenir et de créer un lien avec le cadre de biodiversité qui existe. Et nous devons construire sur cette base parce que en avril prochain, nos collègues de la Chine assument la présidence de la CBD. Bien sûr, on discutera de ce qui va se passer après la COP 26. C'est-à-dire la COP 27. Comment est-ce que l'on peut y intégrer des adaptations, des actions d'adaptation, c'est une priorité. Donc discuter de l'alimentation et comment les terres agricoles peuvent faire partie de ces discussions. Troisième point de départ, en étudiant les résultats de Glasgow, nous constatons qu'il
on a adopté un programme sur les mesures d'adaptation au niveau mondial. Si nous arrivons à intégrer la sécurité alimentaire dans ce programme, eh bien, à ce moment-là, nous constaterons que notre point de départ aura été couronné de succès. Et j'en ai fini, je vous redonne la parole, Docteur Nabarro. Votre Excellence, c'était parfait. Je vous explique pourquoi. Parce que, de manière très généreuse, vous nous avez présenté votre point de vue, non seulement sur les raisons pour lesquelles l'agriculture et l'alimentation doivent faire partie du processus COP27, mais également parce que vous nous avez donné des indices très intéressants sur la manière dont l'alimentation peut faire partie des actions d'adaptation. Vous avez en particulier dit qu'il faut créer un espace pour que tous ces secteurs soient interconnectés et que tout ceci doit être reposé sur des solutions fondées sur la nature dont on a parlé dans le cas de COP26. Voilà. Si vous voulez écouter ce qui va se passer, bien sûr, vous êtes là, bienvenue. Oui, je vais rester pendant 10 minutes. J'ai encore 10 minutes de temps, mais après, je ne pourrai plus rester avec vous. Alors, je voudrais donner la parole à Christelle Pratt, secrétaire générale adjointe pour l'action sur le climat et l'environnement au sein de l'organisation des États africains, des États pacifiques et des États des Caraïbes. Christelle a été extrêmement active dans le cadre de la préparation du sommet mondial de l'alimentation. Alors là encore, je vous donne 3 minutes, Christelle, pour permettre aux autres de prendre la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Et j'espère que vous pouvez m'entendre. Oui, je pense que oui, tout le monde vous entend. Je suis totalement d'accord avec son Excellence qui vient de parler. Et je voudrais faire quelques remarques du point de vue des sites, c'est-à-dire des petits États insulaires, avec 79 pays qui sont tous vulnérables et tous des pays en voie de développement sont un petits États insulaires vulnérables. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon, comme enseignement de COP26 ? Alors, pour nous, les résultats ont été quand même modestes. Cela n'a pas tout à fait été à la hauteur de nos attentes. Mais je voudrais passer des terres et à l'agriculture, de l'agriculture pour parler de l'alimentation aquatique et des océans. Je crois que nous devons prendre en considération les deux lorsqu'on parle de système alimentaire, c'est-à-dire l'alimentation de la terre et l'alimentation de la mer. C'est que lorsqu'on parle de l'adaptation au changement climatique. Alors, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une promesse pour respecter les 100 milliards. C'est un objectif qui est un engagement, mais je pense que cet objectif aura du mal à être atteint. Alors, ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut lier ce financement aux actions d'adaptation et d'atténuation. D'autre part, après Glasgow, la COP26, nous avons constaté qu'il n'y avait pas eu vraiment de priorité accordée à l'alimentation. On a beaucoup parlé de la biodiversité et de la restauration de l'écosystème, certes. Mais moi, je pense de manière analytique, et ça, c'est important comme approche. Alors, à partir du pacte COP26, il y a le paragraphe 60 et 61 qui envisage l'intégration des actions basées sur l'océan dans l'indice actuel.
Je pense que c'est important parce qu'il y a quand même pas mal de travail à faire de pain sur la planche, mais à tout le moins là dans ces paragraphes 60 et 61, l'océan a été mentionné. Alors nous devons nous assurer que du suivi de cette mention, comment est-ce que l'on peut s'occuper des océans, si on peut créer un lien entre les océans et l'alimentation, et comment peut-on nous assurer que les océans deviennent partie intégrante du portefeuille d'investissement en matière d'adaptation comme en matière d'atténuation. Nous avons, comme je l'ai dit, beaucoup de pain sur la planche d'ici la COP27. Il y a un certain nombre de pays développés qui doivent être incités à baisser leurs émissions pour rester en vie. Parce que c'est extrêmement important. Il y a des personnes qui sont en ligne directe, en première ligne, et qui vraiment font les frais de ce changement climatique. Donc il est important de souligner l'intégration et la connexion et l'importance que le système alimentaire revêt pour nous maintenant et à l'avenir. Merci. 1,5 pour rester en vie. Vous avez vraiment illustré ce slogan de manière brillante et vous avez parlé également, et vous avez raison, des petits États insulaires qui ont été fortement engagés dans la planification du sommet alimentaire. Et je pense que c'est une approche multi-parties prenantes et très approfondie. Donc, je pense que, je rebondis sur ce que vous avez dit, Christelle, tout est lié, tout est interconnecté. Et je pense qu'en ce qui nous concerne, à tout le moins, cela a été une vraie source d'apprentissage. Donc, il ne faut pas différencier les priorités, mais tous les regrouper, le climat, l'alimentation, etc. Et le bien-être, bien sûr, des personnes. Nous passons à un autre ami, Peter Baker. Peter Baker, président et directeur général du Conseil mondial pour le développement durable concernant les entreprises. Merci pour nous avoir réunis très tôt après le COP26 et vous avez l'air d'avoir récupéré après cette épreuve. Alors, cette fois-ci, j'ai quitté Glasgow assez rapidement parce que au sein de cette COP26, on a parlé de comment faire, mais on n'a pas vraiment parlé du pourquoi et des objectifs. Il y a eu pas mal de directeurs généraux et de PDG d'entreprises à Glasgow, et plus qu'auparavant d'ailleurs, que jamais auparavant. Et on a beaucoup parlé de milliards et de volets financiers. Et ça, c'est vraiment une percée. L'ISSB a été lancé, c'est-à-dire les règles de comptabilité pour les informations concernant le carbone. Et pour la première fois, on a décidé qu'il y aurait une journée de la nature. Donc, on constate bien qu'afin d'aider, de lutter contre le changement climatique, il faut vraiment se transformer. Et je pense que le sommet mondial de l'alimentation organisé par les Nations Unies on a bien montré que pour nourrir les gens correctement, il faut transformer nos systèmes. Et je pense que c'est là quelque chose dont on a pris conscience et cette prise de conscience a été très visible à Glasgow. La science est extrêmement importante. Il y a eu beaucoup de conversations approfondies en la matière. Comment protéger la nature et les leaders dans ce secteur ont été omniprésents à Glasgow. La première journée de la nature a attiré l'attention sur les forêts, l'utilisation des terres, la mission agricole pour l'innovation, pour le climat. Et il s'agit donc de faire davantage pour l'alimentation, l'agriculture et le commerce. J'ai vu des PDG de grandes entreprises
qui assistaient aux réunions de la COP 26 à Glasgow pendant 5 jours. Et certains d'entre eux, on les a vus en juillet lors du pré-sommet. Donc, le fait que maintenant tout le monde y accorde une priorité à ces sujets est vraiment un signe extrêmement satisfaisant. Il y a beaucoup d'attention consacrée aux forêts, au système agricole, pour l'agriculture régénératrice, mais il y a quand même pas mal de choses que nous n'avons pas entendues. Le gaspillage, la malnutrition, la perte alimentaire, la résilience dans les systèmes alimentaires, etc. Nous avons eu un dîner à Glasgow appelé les amis des systèmes alimentaires et nous avons dit que nous avions besoin d'une journée de l'alimentation à la COP 27. Et je le dis à l'adresse de Madame la Ministre, je ne suis pas là pour faire des discours, mais si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à organiser cela en Égypte, eh bien, nous serions ravis de vous aider. Merci, David. Merci beaucoup. Passer du quoi à pourquoi à comment. Comment, ça c'est très important. Merci David, merci Peter. C'est tout à fait ce que j'ai retenu de la COP 26. Je sais qu'on parle des systèmes alimentaires. J'ai pas participé à toutes les COP depuis ma présence dans le ministère, mais j'ai été heureux avec la dynamique créée par Paris. Mais ce qui était important pour moi, en plus des journées où on parlait de jeunesse, etc., c'est qu'il y avait des parties prenantes où on parlait des sujets. Mais il faut pouvoir les relier. Il y a le secteur privé, les gens, les femmes et les OGN. Mais est-ce que vous avez réfléchi à redéfinir le besoin de réunir ces parties prenantes encore une fois? Je pense que le système alimentaire, c'est quelque chose qui peut le regrouper. Quand on pense à l'adaptation dans l'agriculture ou l'eau, ou 1,5 dans le secteur énergétique, on a un segment. Je sais que ce n'est pas l'idée de la coalition, mais on a un segment qui est interconnecté. Pour moi, l'alimentation, c'est ce qui peut tout regrouper. Plutôt que de parler d'un sujet sémantique de manière isolée ou simplement dans le secteur privé ou les OGN, je pense qu'on peut procéder ainsi. Merci Peter, ça c'est une très bonne idée. Madame la ministre, donc l'alimentation c'est le grand connecteur, c'est l'opportunité de tout voir ensemble. Peter, est-ce que vous voulez réagir? Je pense que Madame la ministre a tout à fait raison. C'était la conclusion du sommet sur les systèmes alimentaires. On ne peut pas avoir un système alimentaire résilient au climat sans parler de l'agriculture, de gaspillage, sans changer les régimes alimentaires. Tout est connecté. Et il y a la chaîne de valeur, les matières premières, les produits, le gaspillage. Tout est regroupé. Ce que je n'ai pas apprécié avec la COP, c'est que ceux qui ont participé avaient les mêmes souhaits que 100 000 personnes qui étaient en train de manifester dehors. Mais il y a peu de confiance entre les deux groupes et c'est une bonne idée de relier les gens beaucoup plus dans une seule conversation plutôt que dans des conversations séparées, distinctes. Les membres du panel, si vous voulez participer à ce débat, ce serait une bonne idée pour parler ouvertement. N'hésitez pas à faire comme Madame la ministre et utiliser la fonction où on lève la main. On peut aller très rapidement ainsi. J'aimerais remercier les gens de TVS de nous avoir offert cette souplesse. Ensuite, nous avons une autre personne qui travaille sur cette thématique depuis pas longtemps, Elena Laurent, qui participe au travail sur le système alimentaire avec nous et à développer le dialogue
Elle a participé dans de nombreux formats, notamment avec les agriculteurs, dont je parlerai tout à l'heure. Mais Elena, ce serait un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir d'être là. C'est un grand privilège d'avoir l'opportunité d'être là à cette table ronde et de pouvoir exprimer mes pensées en la matière. J'ai l'honneur de représenter une organisation qui est la voix indépendante des consommateurs. Nous sommes présents dans 100 pays à travers le monde avec 200 organisations différentes. Et c'était formidable d'entendre Christelle. Un de mes points importants pour moi à la COP, c'était d'écouter les négociateurs à Glasgow qui parlaient avec le conseil des consommateurs pour parler des besoins d'avoir de l'alimentation bleue, d'agir et comment travailler ensemble, les gouvernements, les OGN, pour aller de l'avant, pour aider à créer une situation où le développement durable est facile pour le consommateur. C'est un bon exemple de leadership et je pense qu'on peut véritablement le promouvoir à travers le monde. Les consommateurs, nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Pas simplement notre nourriture, mais notre façon de voyager, ce que nous achetons, comment on se réchauffe, la climatisation, tout doit être regroupé. Il y a tellement de personnes qui commencent à faire ces changements. On peut atteindre un point de non-retour. On peut faciliter les choses pour les autres et créer cette voie. Si nous sommes rapides, justes, équitables, inclusifs, donc c'est une opportunité qui se présente à nous. Je pense qu'on voit des points qui sont communs lors du sommet sur les systèmes alimentaires et à la COP, notamment comment promouvoir une prise de conscience, favoriser la communication auprès des consommateurs concernant les investissements nécessaires pour que les choses soient claires, avoir des orientations nationales qui prennent en considération la santé et la durabilité. Ça doit être amélioré considérablement. L'accent mis sur la chaîne d'approvisionnement, la souplesse, la transparence, relier les consommateurs aux fermiers, pas simplement parce que c'est bien, mais parce qu'on peut innover et créer un marché. Et on peut voir beaucoup d'exemples de cela à travers le monde. Et il y a l'accent également sur l'infrastructure. Donc ce sont des points en commun. Et les regrouper, c'est une bonne idée. S'il y avait un point des différents débats qu'on a eus avec les fermiers, et c'était des conversations intéressantes plus tôt cette année. Ce sont des politiques cohérentes. Les fermiers et les consommateurs veulent avoir une politique cohérente à l'échelle nationale qui regroupe tous ces aspects. Je conclus avec Nigel, qui a fait une analogie avec le cinéma. Il faut voir la COP comme un cinéma, un film, des processus qui changent, qui bougent. Je suis d'accord. Et après Glasgow, j'avais l'impression qu'il y avait un potentiel pour une belle histoire. Mais nous avons le scénario, nous avons peut-être les acteurs qui ne se parlent pas nécessairement. Nous n'avons pas encore commencé et il faut que les caméras commencent à tourner. Le sommet doit être un blockbuster, un grand hit, un grand succès, l'histoire de nos vies. J'aimerais voir un débat sur l'alimentation en Égypte, ainsi qu'une discussion sur les places de marché. Comment le faciliter, comment le faire marcher pour chaque personne, pour qu'on puisse avoir un marché sûr, durable pour tous. Merci David. Merci Elena. Vous avez mis l'accent sur le fait que c'est possible de relier les consommateurs et les fermiers. Vous l'avez fait dans l'association de consommateurs avec différentes associations agricoles au cours des dernières années. Cela fait partie de votre engagement lors du sommet sur les systèmes alimentaires. Et ensuite, vous avez dit qu'en réalité, toutes les pièces sont là. Mais maintenant, il faut les rassembler. Il nous reste encore quelques minutes pour cette table ronde. Et j'aimerais inviter les membres de cette table ronde de venir pour parler, chacun, de comment vous faites ce que Elena recherche, c'est-à-dire de faire en sorte que cela se réalise dans les réunions qui vont se dérouler entre maintenant et la COP 27 en Égypte.
Donc, soyez à vous d'abord. Merci encore une fois. Apparemment, l'année prochaine, il y aura beaucoup d'opportunités pour parler des questions liées à l'alimentation en Égypte, en Chine. Mais j'aimerais également vous inviter tous à Terra Madre en septembre. Terra Madre, c'est la plus grande foire alimentaire du monde, où on ne sert pas simplement de l'alimentation et on dégoûte, mais également des plateformes pour parler de l'alimentation, la sécurité alimentaire, la biodiversité, la culture également, et l'urgence climatique. Ce sera donc une autre opportunité pour discuter des questions liées à l'alimentation au mois de septembre à Izmit lors de la foire Terra Madre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Terra Madre, n'est-ce pas? Terra Madre, pour tout le monde. David, je dois partir, mais merci beaucoup. Je dois partir pour notre réunion, mais merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver lors de la COP 27, lors d'une journée de l'alimentation. Eh bien, nous sommes des membres de votre équipe. Nous sommes votre équipe ici pour travailler pour vous. Oui, et bonne chance et prenez soin de vous. Y a-t-il un autre membre, un autre orateur qui voudrait prendre la parole? Christelle, côté entreprise, aujourd'hui, il faudrait créer des références pour les systèmes alimentaires. Le TCLD, ce sera le cadre pour les entreprises. Pour l'instant, les scénarios n'ont pas été créés pour les systèmes alimentaires, on va le faire pour les entreprises. Et c'est ainsi qu'on rendra les entreprises responsables à l'avenir pour leurs actions. Ce sera notre principale activité cette année. Un bon travail, beaucoup de travail, Peter. Très heureux d'entendre que vous et vos collègues, vous allez avancer sur ce plan. C'est très important, la responsabilisation. Et maintenant, Christelle. Merci beaucoup. En dia de COP en Chine, il y a d'autres mouvements. Il y aura la conférence sur l'océan organisée à Palau, dans ma région du monde. Il y aura aussi la deuxième conférence des Nations Unies avec comme co-président le Portugal et le Kenya. Et ce sera organisé à Lisbonne, probablement au mois de juin de l'année prochaine. Je le dis parce que la conférence sur les océans des Nations Unies va regarder pas simplement le SDG 14, mais également les liens avec d'autres objectifs de développement, et notamment pour SDG 13 sur les finances. Mais cela revient avec ce que nous avons dit. Il faut réfléchir aux choses de manière interconnectée. Quand on parle des fermiers, on devrait également parler des pêcheurs. Et quand on parle de l'alimentation verte, eh bien, il faut penser à bleu, parce que l'alimentation bleue et verte, il s'agit de l'alimentation pour qu'on puisse rester en bonne santé et protéger notre bien-être ou nos moyens de subsistance. Merci. Merci, Christelle. Un travail tout à fait extraordinaire qui est fait pour donner plus d'importance aux océans. Nous rappeler qu'il y a 7,8 milliards de personnes à travers le monde qui dépendent du bon fonctionnement des océans. Et je vous remercie d'avoir soulevé ce point. Pour cette table ronde, il y a Vijay Talam, vice-président exécutif de la coopération pour l'empowerment des agriculteurs en Inde. Et je voulais simplement vous dire que Vijay ne peut pas être parmi nous parce que il doit participer à un autre événement. Mais il était très gentil et il a mis sur papier les grandes lignes de sa pensée. Je vais simplement vous lire 2 ou 3 phrases. Il m'a demandé de le faire. Tout d'abord,
les systèmes élémentaires jouent un rôle essentiel et représentent un tiers des émissions de gaz à effet de serre, mais peuvent jouer un rôle important et être une partie de la solution. Il est temps de le reconnaître. Les agriculteurs en tant que faisant partie de la solution, ainsi que les pêcheurs, les systèmes élémentaires également. Deuxièmement, les producteurs d'alimentation sont les victimes des changements climatiques, mais se sont considérés comme étant des contributeurs au changement climatique de manière ironique. Faites en sorte qu'ils soient au milieu. Troisièmement, à l'avenir, lors des COP, il devrait y avoir des engagements spécifiques nationaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités pour les systèmes élémentaires. Quatrièmement, les agriculteurs qui vont vers des systèmes positifs pour la nature et qui réussissent à séquestrer leur carbone et mettre en place d'autres services utiles pour restaurer l'écosystème devraient être payés largement pour leur contribution. Largement donc. Voilà, ça c'est les quelques paroles de la part de BJ qui nous dit clairement que les agriculteurs font partie de la solution, ainsi que les pêcheurs, la production animale, les forestiers, il faut les compter. Est-ce que vous avez quelques mots à dire, Elena, avant de clôturer, notamment considérant ce que vous et d'autres personnes peuvent faire pour que les systèmes élémentaires soient présents lors de la prochaine COP? Il y a Marie-Claire qui va prendre la parole un peu plus tard, mais souvenez-vous du fait qu'on parle de l'importance de mettre l'alimentation dans le débat sur le climat. Quand j'écoute la prochaine génération le réseau de jeunes leaders, ils disent, avant vous disiez c'est une question de sécurité et la qualité. Ça, c'est la santé, la durabilité et l'équité aujourd'hui. Il faut réfléchir à ce que nous préparons pour la prochaine génération de manière très pragmatique. Et vous savez, la dépense des consommateurs, c'est très pragmatique. On va essayer de voir comment est-ce qu'on donne les bonnes informations sur les choix aux consommateurs pour promouvoir une prise de conscience de comment on peut être responsable en tant que consommateur sur le marché. On va parler avec des entreprises et des gouvernements dans chacun des 100 pays à travers le monde concernant ce que nous peuvent créer ce point de changement pour que les choses soient plus équitables pour le consommateur. On serait très heureux de nous retrouver tous ensemble à Égypte avec cette voix qui manque toujours et la connexion avec l'autre. Comme Madame la ministre l'avait dit, c'est ce qui peut faire un changement. Merci, fabuleux. Nous remercions l'ensemble des orateurs de nous avoir véritablement permis de comprendre les possibilités pour que l'alimentation, l'agriculture, la pêcherie, la protection animale, les forêts soient beaucoup plus au milieu, au centre des discussions lors de la prochaine COP, beaucoup plus intégrées dans les NDC des pays. On va remercier Nigel Topping du Royaume-Uni, le champion de haut niveau de climat, ainsi que son Excellence Yasmine Houad, ministre sous-secrétaire général Environnement et Action pour le climat, Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Peter Baker, président et PDG du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, Elena Laurent, directrice générale de Consumers International, et Vijay Kumar Talam, vice-président exécutif de Farmers Empowerment Corporation. Vous nous avez donné une excellente orientation. Maintenant, on va poursuivre et on va revenir vers Dr. Plamen Rosev et on va entendre certains des commentaires qui ont été faits sur Internet et ensuite certaines parties prenantes qui vont exprimer leurs avis sur ce qu'ils ont entendu jusqu'à là. C'est à vous, Plamen. Merci, Dr. Navarro.
Et merci à vous tous les analystes, pour vos paroles. Pendant que vous parliez, notre public était actif et posait des questions. Si vous me permettez, j'aimerais partager certaines questions avec vous et j'espère que vous allez nous dire quelques mots. Je commencerai avec une question qui nous vient de monsieur ou madame Banjo. Quel peut être le rôle des gouvernements pour encourager un meilleur comportement de la part des participants dans l'alimentation et l'agriculture? Une autre question qui est peut-être liée et qui nous vient, j'essaie de le retrouver, de Laurencia Jacquia, si je le prononce correctement. Pensez-vous qu'il est réaliste de s'attendre à plus de discussions à l'avenir sur l'importance de l'écologie et la fin des subventions pour le lait et la viande dans le cadre des stratégies de réduction des émissions? Peut-être David, vous pouvez y répondre et orienter la question aux bons participants. Eh bien, merci. Alors, chers collègues, vous avez probablement été en mesure d'entendre la question. J'aimerais bien savoir quelles sont vos réactions. Christelle, Elena, je peux vous voir, mais les autres, je ne les vois pas. Alors, je me demande, Christelle, si vous pourriez intervenir, peut-être Elena également. Et aussi, pour le panel suivant, si vous avez des remarques à faire, vous pouvez les faire. Alors, j'allais vous remercier de cette invitation, mais je dois vous quitter. J'ai une autre réunion et je suis déjà en retard. Mais je sais que Elena va répondre à votre question de manière brillante. Nous sommes sur la même longueur d'onde, elle et moi. Donc, je suis ravie de vous avoir vu, David. Vous avez vraiment fait du très bon travail et vous continuez à le faire. Eh bien, Christelle, vous devez le savoir, a presque toute seule fait avancer la cause de l'alimentation qui vient des océans, qui vient de la pêche. Donc, je sens bien la responsabilité qui pèse sur mes épaules et peut-être devriez-vous demander à un autre expert. Mais je pense que la deuxième question est très réaliste. Quel est un bon régime alimentaire? Ça, c'est une question extrêmement importante. Nous devons que cela soit au cœur de nos préoccupations. Pour cela, nous avons besoin de la technologie pour être sûr que le régime alimentaire est fondé sur suffisamment de nutriments. Nous devons savoir à peu près quels sont ces nutriments. Il y a également la question de la durabilité de la production alimentaire, pas seulement la nutrition. Et il faut que tout cela, bien sûr, soit ouvert et accessible. Et ce sont là des questions extrêmement importantes. Donc c'est tout à fait faisable et c'est très important du point de vue des moyens de subsistance et de l'équilibre entre les différents moyens de production. Nous avons absolument besoin de répondre à toutes ces questions. En ce qui concerne les émissions et les objectifs à atteindre, bien sûr, regardez les engagements qui ont été pris par certains pays ou par la COP 26. Il est évident que cela n'a pas inclus suffisamment l'agriculture. C'était plus axé, c'est des engagements qui étaient plus axés sur l'énergie que sur l'agriculture. Il faut saisir cette opportunité et la creuser, aller de l'avant. Je crois que vous êtes en train de piner du chef, ou certains d'entre vous, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il est évident qu'il faut absolument recueillir l'assentiment des gouvernements, le soutien des gouvernements. Et les gouvernements doivent soutenir les efforts qui sont faits, et ceci dans la bonne direction, ce qui n'est pas le cas actuellement. Merci beaucoup.
eh bien, nous allons vous montrer le style de travail qui a été caractérisé par notre sommet. Nous avons été rejoints par 3 experts, des gens tout à fait extraordinaires. Dorit Adler, présidente de le Forum israélien pour la nutrition durable, Carla Caballeros, qui est la directrice exécutive de la Chambre d'agriculture du Guatemala, et aussi Maria Cristina Tirado. Vous avez Carla, Cristina, je pense, était tout à fait d'accord avec Plamen, qui nous a parlé des subventions et également des régimes alimentaires basés sur les plantes. Alors tout ceci, c'est très intéressant, ce sont des questions intéressantes, parfois un peu polémiques, et je ne veux pas empiéter sur votre temps de parole, mais je voudrais que vous me disiez comment vous réagissez à ce qu'a dit Plamen. Dorit, vous avez la parole. Dorit. Désolée de vous dire cela, mais je crois que vous n'avez pas activé votre micro, Plamen. Dorit. Ah oui, effectivement, vous avez raison. Voilà, je suis ravie d'être là. Il y a pas mal de questions qui concernent les régimes alimentaires sains. L'alimentation saine actuellement doit aussi être durable. Et c'est surtout fondé sur l'alimentation végétale saine, qui n'est pas créée par la technologie, mais par les agriculteurs. Ce sont eux qui produisent l'alimentation saine dont nous avons besoin. Actuellement, en général, on aime bien investir beaucoup dans certains secteurs industriels pour l'alimentation alternative. On pense que cela va résoudre les problèmes, par exemple, des épidémies, de la sécurité alimentaire, de l'obésité et de la crise climatique. Nous savons qu'actuellement, nous pouvons déjà agir pour changer les systèmes alimentaires de manière à modifier totalement la santé des gens et pour lutter contre la crise climatique. Et je peux vous faire quelques suggestions en la matière. Je vous remercie par avance. Alors Dorit, ça fait longtemps que je vous entends parler et vous êtes incroyablement clair. Et vous dites que ça peut être fait, les agriculteurs ont la capacité de le faire, les pêcheurs également, ce sont eux qui ont le savoir-faire et l'expérience. Oui, mais nous devons les soutenir, les accompagner, nous devons les soutenir financièrement, nous devons actuellement constater que les systèmes alimentaires endommagés, ne pas dire endommagés par hasard, nous pouvons vraiment accompagner ces transformations. Alors, un agriculteur, un éleveur, un pêcheur, un habitant des forêts, tous ont ces capacités à transformer notre alimentation, mais ils ont tous besoin de notre soutien et parfois c'est un peu risqué. C'est un risque que de les soutenir. Oui, c'est un risque, bien sûr. Et ils ont également besoin des connaissances à notre disposition actuellement. Nous savons que les agriculteurs font partie de la crise climatique actuelle, mais feront partie également de la solution à cette crise. Nous devons les soutenir, nous devons les aider à cultiver les aliments sains dont nous avons besoin. Les aliments ne sont pas simplement des produits de base, comme on les considère actuellement. Alors, pour suivre l'évolution du débat, Maria Cristina, pourriez-vous attendre un petit peu? Je passe directement à Carla Caballeros. Lorsque nous sommes rentrés, la dernière fois, vous m'avez parlé du rôle de l'agriculture dans la création des régimes alimentaires qui sont les plus simples pour l'avenir. Pourriez-vous vous appesantir un peu sur ce que vous nous aviez dit à l'époque? Vous devez allumer votre micro.
Je suis totalement d'accord avec vous en ce qui concerne l'importance de nos agriculteurs parce qu'ils ont la capacité, ils ont la connaissance nécessaire, mais également parce que ce sont des exemples. Ils donnent l'exemple. Parfois, il y a des associations d'agriculteurs qui adoptent ces innovations et qui donnent l'exemple. En ce qui concerne les résultats de la COP26, je voudrais souligner la reconnaissance des dommages et des pertes, ça représente la clé pour l'alimentation et la sécurité alimentaire. Également, le fonds d'adaptation qui ouvre pas mal d'opportunités pour les agriculteurs. Et également, il y a eu des déclarations sur les forêts et l'utilisation des terres. Il y a une déclaration sur les océans et qui effectivement est très liée aux problèmes concernant les agriculteurs. Durant la COP 26, on a également parlé de l'objectif pour le climat et la mission des agriculteurs. Ceci ouvre énormément d'opportunités pour les agriculteurs dans tous les pays, afin qu'ils puissent instaurer une coopération entre les agriculteurs et créer un meilleur accès pour les agriculteurs en matière de développement de nouvelles variétés. Il s'agit de leur donner accès aux nouvelles technologies. Et il y a beaucoup de secteurs où l'agriculture peut contribuer à mettre sur pied des mécanismes et des instruments qui font partie intégrante des mécanismes de Paris, des accords de Paris. Carla, vous êtes tout à fait cohérente. Vous avez toujours dit les agriculteurs ont énormément de solutions à nous apporter. Merci pour votre intervention. Pierre Thiam est parmi nous. Mais je voudrais d'abord donner la parole à Maria Cristina Tirado. Est-ce que vous pourriez faire des commentaires sur le débat du public? Et vous avez peut-être des propos à tenir sur les résultats ou le processus COP26. Vous avez été très impliqué dans ce processus. Et Carla a mentionné les processus d'adaptation et de perte et de dommages. Vous avez quelque chose à dire sur ce point? Merci. Et je crois que cet événement est tout à fait intéressant. La plupart des intervenants sont extrêmement compétents. Les options d'adaptation ont beaucoup de visibilité et sont très efficaces. Et ce sont des options très simples. Il s'agit de l'innovation sociale, changement de récit et l'intégration. Et voilà, c'est quelque chose qui a été évoqué par Carla. Par exemple, elle a évoqué la nutrition, la résistance du climat. Et donc, si des options correspondent à l'amélioration de la nutrition, il est évident que c'est le bon pour la résilience climatique. Et ce sera extrêmement incitatif pour adopter des régimes alimentaires plus sains et également plus favorables à la résilience climatique. Il faut absolument parler de ce dont nous avons d'ailleurs discuté au cours du sommet mondial de l'alimentation. Tous les aspects de l'application de ces options qui sont également intéressantes pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, la gouvernance sociale, la cohésion sociale et l'établissement de la paix. Tout ceci est très pertinent et toutes ces questions vont être critiques pour l'efficacité et la visibilité de toutes ces options. Par exemple, en coopération avec le groupe Résilience,
et de l'action 5 du sommet mondial des Nations Unies, nous avons étudié les nouvelles contributions nationales. Et nous avons étudié certains des résultats que nous avons atteints jusqu'ici. Nous avons constaté que pratiquement 80% des contributions déterminées au niveau national contribuaient à la résilience climatique, mais assez peu de ces contributions concernaient ce qui nous intéresse le plus, l'agriculture. Et il s'agit de voir quels sont les résultats qui ont été obtenus en la matière. 27% des pays qui ont fait référence à l'agriculture et au système alimentaire ont pris en considération la nutrition comme résultat. Même les pays qui sont affectés par les problèmes nutritionnels graves et qui sont évidemment aggravés par le changement climatique, et bien même ces pays, 26% de ces pays-là qui sont fortement affectés par ces problèmes ont mentionné la nutrition dans les résultats. En ce qui concerne l'alimentation, le régime alimentaire, on constate que, en dépit des travaux qui ont été faits en la matière et pour atteindre les 1,5, nous constatons qu'il y a toujours une surconsommation des produits animaux et 3% actuellement de ces contributions déterminées au niveau national ont exploré les options agricoles. Et certains de ces pays sont très critiques. Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter de nous plaindre, de nous lamenter. Il faut trouver des solutions à cette situation. Nous devons fournir des directives pour calculer les gaz à effet de serre. Ces lignes directrices, ces directives n'incluent pas pour l'instant l'alimentation en matière de calcul de ces gaz. En ce qui concerne ce que vous avez mentionné, les pertes et les dommages, eh bien, il y a eu des travaux antérieurs en la matière, mais pour l'instant, nous en sommes au stade du dialogue. Et dans ce contexte, qu'il y a des voies de développement qui intègrent les actions d'adaptation et les actions d'atténuation et également en prenant en compte les besoins urgents en matière de sécurité alimentaire et également en prenant en considération la résilience climatique et la résilience des ménages. Il s'agit de limiter l'impact du changement climatique et simultanément améliorer l'accès à une alimentation saine et abordable. Il s'agit d'adopter des systèmes alimentaires sains pour tous et ceci rapidement. Merci Maria Cristina. C'est vraiment intéressant d'aborder la dimension résilience qui pour l'instant n'a pas été suffisamment mise en lumière. Merci. Nous passons maintenant à Pierre Thiam, qui est directeur de Yolele Foods. Merci de faire des remarques rapidement sur les résultats de la COP26. Ensuite, nous donnerons la parole à Marie-Claire Graff, et je pense que je redonnerai la parole à Dorit Adler et à Carla Caballeros, parce qu'elles n'ont pas parlé beaucoup. Donc, 2 minutes encore. Pierre, merci de nous rejoindre. Vous êtes le bienvenu. Pierre Thiam. Si vous pouvez débloquer votre micro, merci. Merci. David, mon nom est Pierre Thiam et je vis au Sénégal, donc une région qui a été très touchée par les problèmes de changement climatique au sud du Sahara, la région du Sahel, etc. En tant que chef, j'ai été en mesure d'identifier les problèmes alimentaires
Et ma mission a été toujours de préserver ma culture alimentaire. Il s'agit d'intégrer des ingrédients qui sont sous-utilisés jusqu'à présent. Au fil des années, je me suis aperçue de cela. J'ai rédigé des livres de cuisine et je me suis rendu compte qu'il fallait amener certains ingrédients sur le marché, mettre sur le marché ces ingrédients pour que mes lecteurs, mes clients de mes restaurants puissent avoir accès à ces ingrédients. Et un moyen de le faire, c'est d'ouvrir une chaîne d'approvisionnement pour certains ingrédients qui, comme je l'ai dit, sont sous-utilisés jusqu'à présent. Et ces ingrédients sont résilients. Je rebondis sur ce qu'a dit Maria Cristina. Nous n'insistons pas suffisamment sur la résilience. Mais il y a un ingrédient qui a attiré mon attention. Fonio, ça s'appelle fonio. C'est une céréale ancienne qui est cultivée au sud du Sahara, dans la région du Sahel. Et le fonio a des racines très longues qui régénèrent le sol. Cela permet d'avoir une récolte tous les 2-3 mois. C'est très nutritif et surtout très intéressant pour moi. Ça peut se cuire en 5 minutes. Donc c'est intéressant d'introduire cet ingrédient sur un nouveau marché. Mon intention, c'est de mettre le fonio sur le marché et de le transformer en culture mondiale. Donc nous faisons nous acquittons de cette tâche dans mon pays. Des entreprises comme la nôtre mettent à la disposition des clients de nouveaux modèles de développement pour les agriculteurs, comme le fonio, avec le fonio. Et cela représente l'avenir pour la sécurité alimentaire, mais de plus, c'est vraiment le type de culture qui va faire la différence dans ces communautés rurales en Afrique, par exemple, parce que ce sont les communautés qui sont parmi les plus pauvres du monde. Donc nous offrons non seulement une opportunité économique pour ces régions qui sont quand même défavorisées, et d'autre part, nous ralentissons l'avancée du désert. Ça, c'est un aspect important. Donc nous le faisons en mettant sur le marché des cultures, en encourageant, en incitant la production de cultures qui existent depuis des milliers d'années. Voilà ce que font nos entreprises. Nous n'avons pas vraiment accès aux moyens à la disposition du sommet mondial, par exemple. Nous avons besoin d'avoir accès à ces moyens. Nous souhaitons ouvrir les marchés pour ces nouvelles cultures. Nous avons besoin de diversité, mais nous ne pouvons pas le faire sans votre soutien, le soutien de grandes organisations et d'autres entreprises. Et ces grandes entreprises pourraient ajouter le fonio dans leur gamme de produits, même au niveau de 1%, et cela aurait un énorme impact. Voilà. Ce qui nous intéresse, et nous aidons donc les entreprises à respecter leurs objectifs de ODD. Merci Pierre de nous avoir expliqué ce que cela veut dire. Vous créez des marchés pour ces récoltes qui ne sont guère résistantes et qui sont très résistantes et c'est plus facile pour les agriculteurs. Merci Pierre. Merci infiniment. Quand on cherche Marie-Claire Graff sur l'Internet, on trouve une personne qui a beaucoup réalisé dans sa vie. Et on dit qu'en fait, elle est très jeune. Et c'est une membre clé de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Le groupe des jeunes, le groupe focal pour le Nord global, le groupe des jeunes de la CCNUCC qui s'appelle Jungo. Je l'ai connu grâce à son travail dans plusieurs organisations suisses et je suis très privilégié de vous avoir ici. Vous êtes à Glasgow, c'est à vous maintenant. Il ne vous reste que 2 minutes et demie. Merci tellement, David. J'ai beaucoup de titres, mais je n'aime pas les titres. Je suis une militante pour l'aliment dans le cas du climat. Je suis revenu hier soir de Glasgow.
On pensait qu'on parlerait beaucoup de la nature. C'était un des gros titres. Et pourtant, j'ai été très déçu parce que malgré le fait qu'il y ait une reconnaissance croissante, on n'a pas parlé des sommets sur le système alimentaire suffisamment, alors qu'il y a eu un peu de progrès dans les négociations, mais on était satisfait d'une petite partie de la COP. Une fois, on a parlé de l'agriculture. On verra l'année prochaine. Il y avait des annonces et c'est facile de faire des annonces et de parler des détails de la négociation, mais ce n'est pas très attrayant de parler de ceci. Donc, il y avait des engagements, notamment, comme vous le savez, la méthane, c'est un des plus grands contributeurs dans le système alimentaire, mais l'engagement porte sur le combustible fossile et pas la production animale. Donc, on voit que les systèmes alimentaires ne sont pas au centre. Je pense qu'il y avait la déclaration des leaders de Glasgow sur l'utilisation des terres et des forêts, qui ont parlé un peu de l'alimentation à la marge. Nous avons essayé de créer une dynamique, mais sans la faire participer directement aux négociations. C'est mentionné dans certains engagements, mais on a vu beaucoup d'engagements, je n'ai jamais vu autant, mais c'est très difficile de suivre et de les tenir responsables. Je n'attends pas la COP 27, c'est trop loin, mais il faut avoir un langage fort dans le texte final et le projet de texte. Il faut l'intégrer dans les lois convenues nationalement pour tenir les institutions responsables. Merci aux jeunes qui ont regardé la COP 26 pour chercher la reconnaissance des systèmes alimentaires, des personnes qui ont travaillé dur, jour et nuit, pour attirer de l'attention. Mais on a fait un pas dans la bonne direction parce que c'est uniquement grâce à la transformation des systèmes alimentaires qu'on peut réussir. Vous êtes vraiment une superstar. Ce qui compte, c'est n'arrêtez pas parce qu'on est à la fin de la COP. C'est urgent. Il faut continuer. Si les négociateurs sont rentrés dans leur capitale, réunissez les jeunes très actifs et continuez, c'est si important. Maintenant, Dorit, les dernières 30 secondes. 30 secondes? Oui, parce qu'on n'a plus de temps. J'ai pris quelques notes qui peuvent être très transformatives. La prochaine COP devrait mettre l'accent sur le système alimentaire. C'est à nous d'agir maintenant. Il faut mettre l'accent sur le système alimentaire qui est essentiel pour tous les programmes avec un impact sur beaucoup des objectifs de développement durable. Il y a des dizaines de milliards qui sont mal employés. Dans une déclaration de l'ONU, on fixe un cadre pour les politiques nationales, mais les programmes doivent être basés sur de bonnes pratiques, mais cela doit avoir une influence favorable pour la résilience humaine. Pour conclure, la prochaine COP sera dans un pays voisin et nous partageons beaucoup de points communs. Un dialogue sur les systèmes alimentaires pour transformer le système alimentaire pour qu'elle soit résiliente et juste avec de la collaboration, une source d'inspiration pour le changement. Je serais heureux de participer à une telle COP. Ah, vous êtes brillante. On s'est rencontrés à Madrid et vous avez dit celui-là pour durer.
Merci. Carla, je ne vous ai pas donné beaucoup de temps au début, mais donnez-nous encore 30 secondes parce que ce que vous faites au Guatemala et en Amérique centrale, c'est si important. Mais appuyez sur le bouton mute. Il y a 3 opportunités pour poursuivre. Continuer avec les débats et la mise en œuvre. Continuer avec les débats privés publics. Nous y participons au Guatemala. Deuxièmement, continuer pour l'innovation, la résilience et l'adaptation. Il faut promouvoir et reconnaître que c'est comme ça qu'on peut faire de la montée en puissance. On est là pour soutenir l'adaptation et pour transformer la technologie vers les petits agriculteurs. 3 exemples au Guatemala. L'économie circulaire et une stratégie qui contribue déjà à plus de 30% dans notre pays concernant les pertes pour la canne à sucre. Ensuite, les efforts pour soutenir les petits agriculteurs et les prévisions météo. Et troisièmement, une stratégie de l'industrie suivie par satellite. Il y a beaucoup d'investissements par les entreprises et les agriculteurs déjà, mais on peut l'augmenter encore. Merci. Souvenez-vous, l'alimentation, on commence local, ça devient national, et ensuite régional, et ensuite mondial. C'est tellement fondé sur l'action locale. Et voilà pourquoi c'est souvent, on ne peut pas se rendre compte de l'énorme valeur de ce qui est fait sur les systèmes alimentaires. Et voilà pourquoi la communauté aujourd'hui souhaite vivement que les systèmes alimentaires soient intégrés dans la COP. C'était formidable avec les 2 tables rondes. Y a-t-il quelques mots que vous voudriez rajouter pour conclure? Nous avons dépassé le temps, désolé, mais merci pour votre patience. Je vous donne la parole, Dr. Navarro. C'était un plaisir pour moi en tant que hôte numérique, avec votre permission et la permission de tous les participants. Je me permets d'allonger cette séance de quelques minutes parce que nous avons un nombre incroyable de commentaires et de questions du public énorme, plus de 5000 personnes, quasiment de chaque pays à travers le monde. C'était un grand plaisir d'écouter cette discussion intéressante grâce à votre capacité d'animateur. Il y a tellement de questions. L'équipe incroyable derrière le sommet des systèmes alimentaires des Nations Unies va s'attaquer à ces questions et commentaires et répondre pour promouvoir une prise de conscience. Mais il y avait un très bon commentaire de la part de Nelly Iman sur le sommet alimentaire et COP26. J'ai entendu des orateurs lors de COP26 qui se plaignaient du fait qu'on n'a pas parlé de l'alimentation. On en a déjà parlé pendant l'année lors du sommet des Nations Unies. Donc, les délégats et les parties prenantes des différents sommets doivent échanger davantage des informations. En effet, n'est-ce pas? Avec votre demande, pour moi de dire quelques mots pour conclure, j'aimerais conclure sur la base de ce que j'ai écouté avec grande attention. Tout d'abord, on doit élever le débat pour ce qui est des systèmes alimentaires, la biodiversité, le climat. Les pays hôtes de COP27, ce serait une bonne idée d'avoir une journée alimentation lors de la COP27. Mettre le climat, la nature et l'alimentation ensemble. Il s'agit là de la complexité du sujet. Équilibrer
l'alimentation pour la population, réduire les prix, soutenir les petits agriculteurs et lutter contre le changement climatique. C'est ça l'objectif dans l'ensemble. Et une déclaration claire. Aucun débat sur la résilience climatique ne sera fructueuse et juste sans impliquer les systèmes alimentaires, parce qu'il s'agit de 1,5 milliard de personnes et de leur vie. Voilà les quelques notes que j'ai prises. J'aimerais partager avec vous mon avis personnel, David. Vous, Dr. Agnès Kalibata, ainsi que beaucoup des orateurs aujourd'hui, vous êtes un formidable exemple de leadership et d'engagement pour sauver la vie des populations. Merci. Formidable, merci énormément. Eh bien, c'était une production complexe à l'échelle mondiale à travers les studios avec beaucoup de personnes impliquées, des interprètes formidables, beaucoup de participants, un homme formidable qui n'est pas loin derrière moi, Oliveros, je ne sais pas où vous êtes, mais j'aimerais beaucoup vous remercier pour tout votre travail, pour que ça puisse réussir, ainsi que d'autres personnes dans le secrétariat du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, ainsi que des collègues de l'équipe d'organisation de la COP26, ainsi que Elena et des collègues de TBS. Voilà un grand panier pour remercier tout le monde, surtout Noémie, qui est là pour m'appuyer, comme toujours, qui fait en sorte que tout fonctionne bien. Je remercie nos premiers orateurs, le deuxième orateur, Nigel Topping, Agnès, qui ne pouvait pas être parmi nous, et l'ensemble de l'équipe. Merci, au revoir. Mais ce n'est pas tout, jamais. On va continuer à travailler ensemble sur l'intégration des systèmes alimentaires dans le climat et faire en sorte que ce soit un rapport très fort entre les deux. Merci et à bientôt. Feeding billions of people is putting tremendous pressure on the planet. The emissions, biodiversity loss, and deforestation caused by our food systems are a major part of the problem. But together, we can change that. The UN Food Systems Summit is working towards a world in which our food systems protect and restore nature rather than tear it down. So, how do we get there? We worked with thousands of people from across the globe to identify promising solutions backed by evidence that have the power to transform. Now, it's time to act. We can incentivize sustainable agriculture by giving people the financial tools they need to do their work in ways that benefit the environment. We can develop a system that sets environmental standards to govern food trade. We can restore native plants along riverbanks around the world, reducing soil erosion and shielding water systems from farm runoff. We can innovate sustainable production solutions for nutritious aquatic foods. The diverse animals, plants, and microorganisms harvested from and grown in water that are essential to healthy diets. We can encourage a more sustainable livestock sector, which has a great potential to protect animal health, capture carbon, and improve the fertility of our soils. We can promote an inclusive model of conservation led by indigenous people who can share their ancestral knowledge of food systems. We can increase agricultural biodiversity by adopting production models that support people, the planet, and economic prosperity. We can implement new climate-smart innovations and techniques that improve the nutritional value and resilience of crops. We can develop an enhanced monitoring system to track progress in land restoration and to help build the business case for further investments. We have a long way to go, but these solutions and others like them have the power to deliver the future we want, a future where our food systems protect and restore our planet.